Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci d'être encore parmi nous. Bienvenue à cette deuxième partie de la pré-conférence Égide des villes inclusives proposée par la ville de Genève. Nous sommes toujours en direct de l'Université de Genève qui nous accueille aujourd'hui et que je remercie chaleureusement. Si vous n'avez pas assisté à la première partie, je suis Guillaume Andicourt, chargé de projet LGBTIQ+, à la ville de Genève, et vous pouvez me genrer au masculin. Dans cette deuxième discussion, nous allons explorer plus avant les rôles et responsabilités des villes dans la lutte contre les discriminations qui touchent les populations LGBTIQ+, en donnant la parole aux municipalités. Pardon, j'ai un petit problème de défilement, excusez-moi. À travers l'exemple de projets développés par les villes de Lausanne, Montréal, Ouagadougou, Paris et la région de Bruxelles-Capitale, cette session explorera comment les politiques locales peuvent contribuer concrètement à la lutte contre les discriminations et à une meilleure inclusion des populations LGBTIQ+. Et pour animer cette discussion, j'ai le très grand plaisir d'accueillir la docteure Karine Duplan. Docteure Karine Duplan est une géographe féministe spécialiste des questions de genre et de sexualité, titulaire d'une thèse de doctorat en géographie politique et culturelle de l'Université Paris-Sorbonne. Elle exerce à la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève depuis 2016. Ses travaux portent sur les dynamiques spatiales des questions d'inclusion et de diversité sociale en contexte de mondialisation. À partir d'une perspective intersectionnelle, elle analyse la façon dont se forme, s'incarne et circule de façon performative tout un ensemble de normes sociales et spatiales, à la fois dans les imaginaires, les discours et les pratiques des sociétés néolibérales. Ces recherches actuelles visent plus particulièrement à rendre compte de la façon dont se construisent les espaces et citoyennetés queer venant transgresser l'ordre hétéronormatif et ses régimes d'exclusion, dans le but de visibiliser la place des personnes LGBTIQ+, dans la production d'un espace public plus juste. Je vous renvoie à sa biographie sur le site pour les différents liens vers ses recherches. Chère Karine, merci de nous avoir fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous laisse présenter vos panélistes. Bonjour et merci de l'invitation. C'est un grand honneur pour moi de modérer cette table ronde qui a donc pour objectif d'interroger le rôle des municipalités dans la lutte contre les discriminations à l'encontre des minorités sexuelles et de genre ou des personnes LGBTIQ+. On reviendra sur cette terminologie. Donc des municipalités qui régissent, qui administrent des villes, et une ville pensée comme un lieu idéal du vivre ensemble dans la multiplicité, la diversité de celles et ceux qu'elle réunit, qu'elle assemble, qui l'habitent, qui la pratiquent. Alors, dans les faits, toutefois, de nombreuses exclusions et discriminations persistent. Ce qui va nous intéresser, ce sont donc les exclusions et les discriminations en lien avec un écart par rapport à ce qu'on va nommer l'hétéronormativité. Alors l'hétéronormativité, on peut la définir comme un ensemble de normes de sexe, de genre, de sexualité, qui va jouer comme structuration de la société et de ses espaces, selon une vision binaire et hiérarchisée entre féminin et masculin, une division qui est pensée dans une forme de complémentarité au sein d'une matrice hétérosexuelle et qui va promouvoir également certaines formes institutionnelles, comme la famille par exemple. On peut donc se poser la question de savoir en quoi la ville est ou peut être un espace accueillant, bienveillant pour les personnes qui ne se conforment pas à ces normes de genre et de sexualité. Autrement dit, si je suis une lesbienne, une personne trans, une personne non-binaire, un homme homosexuel, par exemple, est-ce que je dispose d'un accès égal à la ville? Est-ce que je peux circuler dans ces espaces librement, sans crainte de me faire insulter, sans crainte de me faire agresser? Est-ce que je dispose du même accès au logement, à l'emploi, à la santé et plus largement aux différents services qu'offre la ville sans être discriminée ou sans avoir peur d'être discriminée? Puis-je faire entendre ma voix dans les prises de décision pour faire connaître mes besoins? Et suis-je finalement prise en compte comme citoyenne à part entière? On peut donc se poser la question de ce que font les politiques face aux discriminations et au processus d'exclusion de l'hétéronormativité. Et nous allons donc explorer ensemble plus avant comment des municipalités s'emparent aujourd'hui de ces questions, mettent en œuvre des actions, des politiques visant à créer, à produire une ville plus juste, plus inclusive de la diversité des sexualités et des expressions de genre. Alors pour cela, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous des représentants de 5 municipalités différentes.
Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Aline Distex de la région de Bruxelles-Capitale, qui est donc analyste à l'Observatoire bruxellois pour la prévention et la sécurité. Bonjour Aline Distex. Pardon Karine, excusez-moi, je vous interromps, mais on a une traduction en langue des signes et il faut ralentir un petit peu le débit, parce que j'ai du mal à faire moi-même, mais voilà, j'invite chacune et chacun de ralentir le rythme. Merci beaucoup. Aline Distex, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Et donc, vous allez nous présenter plus spécifiquement un programme d'action mené au sein de votre service. Donc, vous allez nous parler de... Oui, donc je vais vous présenter un projet de récolte de signalement de violences et discriminations LGBTQI+ phobes qu'on a lancé depuis maintenant quelques années avec un certain nombre de partenaires, notamment associatifs, et qui vise à réduire en fait le sous-rapportage de ces types de problématiques. Merci beaucoup Aline Distex. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Hélène Dureux de la ville de Paris, qui est donc chargée de projet LGBTIQ+ à la ville de Paris. Bonjour Hélène Dureux. Bonjour. Bonjour, et donc Hélène Dureux, vous allez nous parler plus spécifiquement... Absolument, je vais vous parler de groupes de travail qui ont été initiés, des groupes de travail thématiques qui ont été initiés par la ville de Paris. Merci Hélène Dureux. Nous avons également le plaisir d'accueillir Yolande Gerber, qui est donc adjointe déléguée à l'Observatoire de la sécurité à la ville de Lausanne. Bonjour Yolande Gerber. Bonjour Karine, bonjour à tout le monde. Et donc vous allez nous présenter... La démarche municipale que la ville de Lausanne a développée pour construire sa politique municipale LGBTIQ+, et puis plus particulièrement la large consultation qui a été menée par la ville de Lausanne. Merci bien Yolande Gerber. Nous avons encore avec nous le plaisir d'accueillir Alain Lavoie, chef de section au service de la diversité et de l'inclusion sociale de la ville de Montréal. Bonjour Alain Lavoie. Oui, bonjour à tous. Et donc Alain Lavoie, moi, je me ferai, oui. Allez-y, je vous en prie. C'est ça, donc je vous fais part un peu d'un exercice consultatif que nous avons fait en 2019 et vous présenter quelques actions, orientations qui ont été développées suite à cette consultation auprès des communautés LGBTQ2+ de Montréal. Merci Alain Lavoie. Et nous avons encore le plaisir également d'accueillir Adama Zerbo, chef de département des relations internationales à la mairie de Ouagadougou. Bonjour Adama Zerbo. Est-ce que vous nous entendez, Adama Zerbo? Ah. Nous ne vous entendons pas en revanche. Vous pouvez nous faire un petit signe pour nous dire que vous nous entendez? Oui. On vous entend, Adama. Oui, moi je vous entends. Alors bonjour Adama Zerbo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Très bien. Et donc nous... Donc vous allez nous présenter des actions également menées au sein de la mairie de la ville de Ouagadougou. Et voilà, c'est un plaisir pour moi d'être associé à cette discussion sur la situation des personnes LGBTI+. Moi, je vais vous parler effectivement de ces actions que la mairie de Ouagadougou mène en lien avec ces personnes-là, mais aussi avec certains acteurs de notre territoire, notamment le milieu associatif. Merci Adama Zerbo. Alors, si on peut penser évidemment que l'un des objectifs centraux des politiques publiques est de promouvoir le vivre ensemble, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident de savoir par où commencer lorsqu'on veut placer les questions de diversité, d'orientation sexuelle et d'expression de genre au cœur des priorités des politiques publiques. Parce que c'est un sujet difficile, complexe, vaste, et que très souvent on a peut-être en tête un monde idéal où on arriverait à faire tout bien d'un coup. Or, très souvent, il faut commencer par un petit morceau. Donc je souhaiterais vous inviter à tour de rôle à nous dire en quelques mots
nous présenter un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit le programme ou l'action que vous allez nous présenter plus avant par la suite, pour savoir un petit peu comment est-ce que ça a démarré au sein de votre municipalité, comment s'inscrivent ces questions de lutte contre les discriminations à l'encontre des minorités sexuelles et de genre, de façon à avoir des éléments de contexte pour comprendre les éléments qui ont permis d'amorcer les actions que vous allez nous présenter. Alors, peut-être, est-ce que, Aline Distex, est-ce que vous voulez, par exemple, commencer à nous présenter comment est-ce que, dans quel contexte vous avez pu vous emparer de ces questions-là afin de mettre en place le programme que vous nous présenterez par la suite sur les fiches de signalement? Oui, bien sûr. Mais, tout d'abord, un premier élément. Donc, je travaille à l'Observatoire bruxellois pour la prévention et la sécurité au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une municipalité au sens où vous l'entendez, puisque notre région couvre 19 communes. Donc, on est à un niveau un petit peu plus large. Et donc, c'est la région capitale de la Belgique qui se caractérise par une forte densité de population, 1 200 000 habitants. Donc, on est sur un ensemble d'une certaine ampleur. Une région capitale est donc une région attractive sur le plan économique, sur le plan touristique, également en matière de tourisme LGBTQI+. Voilà, la région bruxelloise est connue, dispose d'un quartier gay, d'événements festifs associés à la communauté, et donc elle présente une image assez ouverte sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est vraiment le contexte général de la région. C'est une région qui a des compétences en matière de prévention et sécurité. Et notre région agit contre les discriminations à plusieurs niveaux et à travers différents leviers. Donc d'une part, il y a une administration en charge de l'égalité des chances. Et d'autre part, il y a notre organisme qui prend en main la coordination des politiques de prévention et sécurité. Et nous gérons un plan global de sécurité et de prévention qui couvre des thématiques très variées, mais dans lequel la question des discriminations tienne une place importante, donc à côté de questions comme celles de drogue, radicalisation, cambriolage. Les discriminations occupent une place importante dans les politiques de prévention et sécurité au niveau régional. À côté de ça, du côté de l'administration en charge de l'égalité des chances, il existe aussi un plan d'action relatif, donc un plan d'action plus spécifique qui décline de manière plus opérationnelle la question de l'inclusion des personnes LGBTQIA+. Et ces deux services régionaux collaborent étroitement sur ces questions, évidemment, pour aboutir à des politiques cohérentes. À côté de ça, au niveau plus local, au niveau des 19 communes de la région, il y a aussi des plans d'action spécifiques sur les questions des discriminations homophobes et transphobes. Et nous collaborons aussi avec les acteurs policiers au niveau local. Et de toutes ces collaborations a émergé en fait un constat qui était porté par les associations et les acteurs de terrain. On en a parlé dans le premier panel. Et donc, effectivement, pour nous, être à l'écoute, collaborer avec les acteurs de terrain, c'est quelque chose d'essentiel puisque très souvent, ces associations nous rapportaient, elles entendent beaucoup de choses en fait. On vient vers elles, on leur raconte, tiens, moi j'ai vécu ça, il m'est arrivé ça. Mais par contre, quand on regarde les chiffres de la criminalité sur lesquels nous travaillons en tant qu'observatoire pour la prévention et la sécurité, on ne voit pas ces problématiques. Les discriminations homophobes sont quasiment invisibles dans ces chiffres de la criminalité enregistrés. Et donc, vous avez posé la question, où est-ce qu'on commence? Et en fait, pour mettre en place une politique publique adéquate, on commence par savoir de quoi on parle, par établir une image de la problématique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place ce projet de récolte de signalement pour venir justement récupérer ces informations qui sont là, mais qui n'étaient pas utiles et pas utilisées, afin de pouvoir mettre en place des politiques qui soient les plus adaptées possibles à la réalité sur le terrain. Merci beaucoup Aline Distex. Donc effectivement des collaborations au sein des différents services et puis surtout des collaborations avec les acteurs de terrain pour dresser déjà un premier panorama. Hélène Dureux, qu'est-ce que vous nous diriez de votre côté? Par où on commence? Quels sont les éléments de contexte à Paris du coup? Alors,
concernant la ville de Paris, je pense que nous avons un fort portage politique de longue date et puis des éléments structurants, 3 principaux, puisque depuis les années 2000-2001, la question de l'inclusion des personnes LGBTQI+, est un sujet qui est traité par les différentes directions, mais voilà, de façon un petit peu peut-être ponctuelle. L'élément qui a vraiment marqué un petit peu cette politique publique parisienne, ça a été en 2016 la demande d'un rapport dans une optique plutôt d'attractivité économique, touristique, d'ouverture et d'inclusion par rapport aux personnes LGBTQI+. Donc ce rapport a été réalisé sur la base d'entretiens avec les associations, les services, a aussi été réalisé grâce à des comités stratégiques avec les services des différentes directions de la ville de Paris, il y en a une vingtaine, pour essayer de recenser les actions déjà existantes et les valoriser. Donc voilà, ce rapport a vraiment permis un premier niveau de structuration, même s'il était très axé tourisme, puisque en 2017, donc, il y a eu la restitution de ce rapport avec 52 recommandations. Donc ce rapport avait été donné à Jean-Luc Romero-Michel de la part de la maire de Paris, Anne Hidalgo. La perspective aussi un peu structurante, c'est 2018. Tout à l'heure, ça a été évoqué, c'est l'accueil des Gay Games à Paris. Ça avait été évoqué à la première table ronde par Antoine Leblanc comme une marque de jalonnage. Effectivement, c'est tout à fait le cas à Paris, puisque c'est l'occasion effectivement de transformer ce rapport en un plan vraiment LGBTQI+ inclusif, avec des mesures, 32 mesures, donc, qui ont fait l'objet d'une communication de la maire de Paris. Donc on voit que c'est porté au niveau de la maire elle-même, de ces mesures pour l'inclusion et le bien-être des LGBTQI+. Donc on passe un petit peu du tourisme vers l'inclusion, le bien-être, avec des recommandations qui font ressortir effectivement des discriminations. Et donc 2018 est aussi la première année, par exemple, où la ville de Paris avait un char à la marche des fiertés, donc avec la maire de Paris présente sur ce char. Donc c'est une année un petit peu tournant de cette politique publique. Puis 2019, effectivement, ça commence à être la déclinaison du plan qu'on appelle le plan des 32 mesures, mais qui était le plan pour l'accueil, le bien-être, l'inclusion des LGBTQ+. 2019, on continue. Puis 2020, nous avons de nouvelles élections avec l'arrivée de Jean-Luc Romero-Michel comme adjoint à la maire, en charge des droits humains, de l'intégration et des luttes contre les discriminations. Et cet élu a fait le choix de vraiment tout de suite réunir un observatoire et de souhaiter associer pleinement les associations, s'appuyer sur leur expertise pour faire vivre ce plan, le mettre à jour. Et donc, lors de cet observatoire, un certain nombre de thématiques ont été abordées. Et c'est ces thématiques qui ont été reprises en fin de réunion, c'était en septembre 2020, pour être à l'origine de l'émergence des groupes de travail dont je pourrais un petit peu décrire le fonctionnement dans un second temps. Donc on voit effectivement la structure et l'évolution de la politique publique qui aujourd'hui est vraiment, nous sommes aujourd'hui sur un plan de lutte contre les LGBTQI-phobies, donc contre les discriminations et les violences envers les personnes LGBTQI+. Merci Hélène Dureux, très intéressant de voir effectivement comment ça s'inscrit dans un cheminement dans la durée, avec des évolutions et puis des thématiques autour évidemment des thématiques LGBTIQ+, mais pas nécessairement centrées au départ, vous l'avez dit, d'abord sur des questions touristiques, puis après sur des questions, je ne sais pas si on dirait d'habitabilité ou de villes vivables pour déboucher sur des politiques publiques. Yolande Gerber, à Lausanne, qu'est-ce que vous parleriez du contexte et puis de cette mise en place des éléments d'amorce? Alors, tout d'abord, Lausanne, c'est une petite ville par rapport à Paris, ou Montréal, ou Bruxelles. On compte 140 000 habitants et la ville emploie 7 000 personnes. Donc, c'est depuis 2019, en fait, que la municipalité de Lausanne, elle a décidé de s'emparer de la lutte contre les discriminations qui touchent les personnes LGBTIQ+, et leurs proches de manière globale et cohérente. Alors auparavant, elle menait déjà des actions, ou plutôt ses services, mais c'était, je dirais, en ordre dispersé. Il y avait par exemple certains services qui mettaient à jour leur formulaire administratif pour être plus inclusifs. Aussi la mise à disposition de créneaux d'une piscine, par exemple, pour une association LGBTIQ+,
ou encore le soutien à une exposition du Conseil des jeunes, Jeunes versus homophobie. Donc, il y avait ces actions. Il y avait quand même un engagement déjà dans le programme de législature en 2016, donc 2016-2021, la municipalité, par rapport à l'accueil non discriminant des personnes LGBTIQ+, notamment dans le domaine de la sécurité et du social. Mais je dirais que là où ce qui a vraiment aussi été décisif pour reprendre les choses de manière globale, ça a été le dépôt d'initiatives parlementaires qui avaient des demandes précises. L'une, c'était que la ville de Lausanne adhère au Rainbow Cities Network, dont il sera question dans un des prochains panels. Et puis l'autre, c'était que Lausanne mène des actions symboliques à l'image de ce que fait la ville de Genève chaque année le 17 mai pour marquer de manière forte la journée contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Donc voilà, la municipalité a répondu dans ce qu'on appelle un rapport préavis, donc c'était une réponse au conseil communal, que le conseil communal a accepté d'ailleurs il y a quelques mois. Donc le constat, c'était qu'il y avait des enjeux énormes, notamment en termes de santé publique, par rapport notamment à la sursuicidalité des jeunes LGBTIQ+. C'était aussi un contexte particulier au niveau national en Suisse, parce qu'on allait voter quelques mois après sur la pénalisation de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Et c'était aussi important pour la municipalité de marquer son soutien de manière décisive pour contribuer à apaiser le débat, pour pas qu'il y ait un contexte violent, je dirais, par rapport à ce débat. Donc, dans ce rapport préavis, il a été annoncé une vaste démarche concertée pour construire une politique municipale LGBTIQ+, qui soit cohérente. Et puis, la coordination de tout ce processus, elle a été confiée à l'entité pour laquelle je travaille, qui s'appelle l'Observatoire de la sécurité, donc qui est rattaché à la direction de la sécurité et de l'économie de la ville de Lausanne, dont le conseiller municipal est M. Pierre-Antoine Hildebrand. L'ancrage peut paraître un peu surprenant, mais l'Observatoire de la sécurité a l'habitude de travailler sur des thématiques liées à la sécurité, au sentiment de sécurité, à la qualité de vie de manière transversale. Et depuis 2016, travaille sur les discriminations dans l'espace public et les lieux publics liés au genre et à l'orientation sexuelle, en travaillant sur le harcèlement de rue. Donc voilà, d'ailleurs, la municipalité élue récemment, qui va entrer en fonction demain, a décidé d'adapter la structure de l'Observatoire de la sécurité pour prendre en compte, si on veut, ces nouvelles thématiques dont on s'occupe. Et donc, dès demain, on s'appellera Observatoire de la sécurité et des discriminations. Donc voilà, peut-être aussi dans le cadre de la lutte contre le harcèlement de rue, on avait déjà des contacts avec certaines organisations LGBTIQ+, actives à Lausanne. Et puis, on s'est attelé à visibiliser la dimension LGBTIQ+, phobe de ces comportements, en essayant de monitorer ce qu'on recueille dans le cadre de notre prestation de signalement des cas. Et puis aussi, on a fait une campagne de sensibilisation qui s'appelait le musée du harcèlement de rue, ouverture au plus vite. Et là, dans ce cadre-là, on a aussi essayé de donner une vision globale du phénomène et puis on a mis en scène des insultes homophobes. Voilà. Merci beaucoup Yolande Gerber pour ce panorama très complet. Et puis effectivement, vous le précisez, un contexte aussi assez différent avec une municipalité, une municipalité beaucoup plus petite que certaines autres présentes aujourd'hui dans ce panel. Donc différentes petites actions matérielles, symboliques. Et puis une volonté politique qui va se reconfigurer également, vous l'avez souligné, en fonction de l'évolution des mandats. Ce qui me paraît également intéressant et important à souligner. Alain Lavoie, du
vous, du côté de Montréal, qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme élément de contexte, comme élément d'amorce pour comprendre comment cela fonctionne de votre côté? D'accord. Écoutez, donc Montréal, à titre de rappel, c'est un peu plus de 2 millions d'habitants. Il y a 25 000 employés et en saison estivale, on grimpe jusqu'à environ 28 000 employés, ce qui est le cas en ce moment. 19 arrondissements ainsi que des services centraux dont mon service, le service de la diversité et de l'inclusion sociale, est inclus dans tous ces services qu'on appelle de la ville-centre. Donc c'est ça. Donc depuis plusieurs années, la Ville de Montréal soutenait différentes initiatives issues des communautés LGBTQ2+, ou touchant ces communautés au sein de notre service, ou au sein, par exemple, d'autres services comme la culture bibliothèque, des initiatives ad hoc provenant des arrondissements. Mais un peu comme, je crois que c'est Yolande de Lausanne, des trucs ad hoc pas vraiment structurés en fonction des besoins qui émergent tout à coup. On a voulu, en 2019, se faire une tête un peu plus claire sur les enjeux touchant ces populations. Donc, on a entrepris en 2019 une démarche participative auprès des communautés LGBTQ2+ montréalaises pour mieux connaître leurs besoins et ainsi se doter d'orientations municipales et des moyens d'action un peu plus concrets pour y répondre. Donc, cette démarche comprenait, entre autres, dans un premier temps, un portrait des ressources disponibles pour les communautés LGBTQ2+ montréalaises, auprès entre autres, les organismes communautaires, ce que vous appelez le milieu associatif. On a un peu plus d'une soixantaine d'organismes qui offrent des services de sport, de loisirs, de défense de droits, de soutien psychosocial. Donc, on a dressé ce portrait, les enjeux qui sont abordés par chacun, leur clientèle visée, leur mission. Ensuite, on est allé voir un peu aussi du côté de certaines villes au Canada et ailleurs sur la planète. On notait qu'il y avait différentes initiatives qui nous paraissaient fort intéressantes, qui pouvaient nous inspirer pour ce qu'on voulait développer chez nous. Donc, entre autres, 4 villes européennes à Barcelone, Berlin, Brighton and Hove et Cologne pour vous en Europe. Aux États-Unis, on est allé voir du côté de Philadelphie, et au Canada, on est allé voir du côté de nos collègues de Calgary, Saskatoon, Toronto et Vancouver. Toutes ces villes avaient des initiatives qui nous paraissaient vraiment intéressantes. Par exemple, création d'un conseil consultatif, une unité administrative LGBTQ, je pense à Berlin, un plan d'action avec des actions spécifiques à Brighton and Hove, un comité consultatif à Cologne, une initiative fort intéressante à Philadelphie, qui était un bureau des affaires LGBT, et enfin bref, tous nos collègues du Canada, des agents de liaison avec la police, des projets spécifiques autour des enjeux d'itinérance chez les jeunes. Donc, c'est ça. Alors, on est allé voir du coup, et par la suite, on a fait cette consultation auprès des communautés, un sondage en ligne qui a débuté le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et qui s'est terminé le 18 août dans le cadre de la finalité des Fêtes de la Fierté montréalaise qui ont toujours lieu une semaine, 10 jours au mois d'août de chaque année. On a eu près de 1500 répondants. Par la suite, 2 groupes de discussion avec des représentants associatifs et 2 groupes de discussion avec des citoyens, citoyennes. Et tout au long de cette démarche, un comité de pilotage composé de différents partenaires nous ont accompagnés pour être bien certains qu'on n'oubliait rien, qu'on n'échappait rien, qu'on avait le ton juste, le propos approprié. Donc, ça a vraiment été un travail de longue haleine avec ces partenaires. Et c'est ça. Puis, par la suite, on a élaboré des orientations municipales pour répondre aux enjeux de ces communautés. Une première pour Montréal. Ces orientations sont incluses dans un grand plan d'action, inclusion et diversité sociale de la Ville de Montréal pour les 5 prochaines années. Donc, c'est ça, grosso modo. Ce que je peux vous dire aussi pour la dénomination, le LGBTQ2+, en fait, le 2 réfère vraiment au bispirituel. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça se dit vraiment d'une personne autochtone d'Amérique du Nord qui incarne à la fois l'esprit féminin et l'esprit masculin, ou dont l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou l'identité spirituelle n'est pas limitée à la dichotomie masculin-féminin. Et là, on se rend compte que ce concept peut également avoir une dimension évidemment sociale, mais aussi spirituelle. Donc, on les inclut dans notre nomenclature, surtout parce qu'on a des citoyens autochtones qui vivent sur le territoire montréalais. Et bien entendu, vous en avez entendu parler, le contexte actuel rajoute une couche comme quoi il fallait bien considérer dès le départ nos citoyens autochtones dans cette démarche.
Donc, c'est ça, grosso modo, pour la consultation qu'on a menée. Un peu plus tard, je crois que j'aurai quelques minutes pour vous parler de certaines actions dont nous sommes assez fiers, que nous venons de mettre en place dans les derniers mois, entre autres le 17 mai dernier. Et évidemment, toute cette consultation... on a évidemment le politique on avait l'aval du politique, de notre administration, et c'est ça que ce soit, nous, on a des élections tous les 4 ans, cette démarche avait été entamée avec le politique précédent, et en ce moment, le politique en place avec la mairesse, Madame Valérie Plante, était vraiment derrière nous, l'appuyait. Il y avait personne à convaincre. Là, on y allait à fond. Donc c'est clair que ça, c'est un plus aussi lorsque le politique nous appuie dans ce genre de démarche, nous, de l'administration. Donc c'est ça pour notre part à Montréal pour l'instant. Merci beaucoup Alain Lavoie sur les éléments de contexte. Et puis effectivement, on voit, vous avez déjà défrayé la mise en place de ces processus consultatifs. Je trouve que c'est intéressant sur Montréal de voir comment c'est une ville qui est quand même historiquement engagée en faveur des minorités sexuelles et de genre, et comment il y a eu quand même ce besoin d'approfondir, de dresser le portrait, puis de regarder ce qui se fait ailleurs pour pas rester peut-être sur ce qui se faisait déjà, puis renouveler, approfondir, spécifier, etc. Intéressant également, je trouve, ces précisions sur la terminologie. J'en avais fait brièvement mention pendant l'introduction. On parle de personnes ou de communautés LGBTIQ+, ou au Québec ou au Canada de façon générale de communautés de personnes LGBTI2+, si je ne me trompe pas. On peut parler de minorités sexuelles et de genre de façon générale. Il faut garder en tête évidemment que ces acronymes sont situés et excluants éventuellement, donc c'est toujours un peu des raccourcis lorsqu'on les utilise, même si on essaye tout le temps de les faire coller le plus près possible des réalités. Alors, je ne sais pas si Adama Zerbo est avec nous, s'il vient juste de quitter l'écran en tout cas. Adama Zerbo, si vous... je suis là. Formidable. Est-ce que vous voulez nous donner des éléments de contexte sur comment ça se passe à Ouagadougou? Alors dans un contexte un peu différent, et vous allez nous en dire plus par rapport notamment par rapport au contexte juridique, légal, des contextes plus contraignants, et je vous donne volontiers la parole. Un contexte très particulier à Ouagadougou par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et entendu qu'à Ouagadougou et de façon globale au Burkina Faso, la démarche de prise en charge de ces personnes LGBTI+ là n'est pas aussi ancienne que cela. Nous, on commence à nous intéresser véritablement au phénomène en raison du fait que dans notre société, nous avons encore une forte présence de la religion et de la tradition. Et vu sous cet angle-là, les minorités sexuelles LGBTI+ n'étaient pas à l'ordre du jour. Et ce qui fait que ce n'est que maintenant, au cours de ces 10 dernières années, que la municipalité de Ouagadougou se trouve à prendre en charge ces questions-là. Je vous disais, il y a 10-15 ans, il ne m'aurait pas été possible de parler publiquement et aisément de la question de ces LGBTI+-là. Et la preuve, c'est qu'en 2013, la municipalité de Ouagadougou a élaboré un plan d'action de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles avec un grand axe sur la prise en charge de ces personnes vulnérables et ces personnes lesbiennes, gays et transgenres. Mais je ne vous dis pas la riposte sociale à laquelle on a été confronté, où on a dû gérer à la limite une insurrection. On n'en est pas arrivé là, mais c'est pour vous décrire à quel point c'était difficile pour nous, en tant que municipalité, d'aborder ce sujet il y a 10, 15, 20 ans. Mais fort heureusement, dans notre société, comme partout, il y a l'évolution des idées. Donc, ça fait que nous commençons à prendre en compte ces questions au regard du fait aussi que même si ces problèmes, même s'il n'est pas ancien, il se pose en des termes nouveaux. La pratique tend à être banale, entre guillemets, dans nos sociétés,
c'est pour dire que ce ne sont plus des personnes qui vivent recluses dans leur petit coin, mais on en trouve partout, dans notre administration, dans nos familles, dans les personnes que l'on côtoie au quotidien. Donc, de ce point de vue, il était évident et même naturel, évident aussi effectivement que la municipalité s'intéresse à la question. Et fort heureusement, le mandat du conseil municipal actuel, sous le leadership du maire Armand Bewande Roland-Pierre, intitulé utilement « Libre ensemble, vivre ensemble », prend en compte ces actions-là. Donc, nous en parlons au quotidien, nous menons des actions au quotidien, il me sera donné l'occasion d'en parler. Nous nous intéressons à la question au niveau international et nous essayons de voir comment mettre en adéquation ce que nous voyons ailleurs pour pouvoir donner une vie meilleure, inclusive à ces personnes sur notre territoire. Ceci dit, parce que le sujet est sensible, il ne s'agit pas pour nous de faire du militantisme au risque d'exposer davantage ces personnes-là. Donc nous ne passons pas des actions douces, des actions concernées pour rendre agréable la vie de ces personnes LGBT+ là dans notre communauté. Voici pour l'instant ce que je pouvais dire et peut-être que le temps nous donnera l'occasion de cibler des actions précises. Merci beaucoup, Adama Zerbo. Donc effectivement, un contexte différent, vous notez une évolution du contexte social, mais un sujet qui demeure hautement sensible. Mais néanmoins, donc une évolution du contexte social qui permet à la municipalité de s'engager, alors de façon, je ne sais pas si c'est détourné, mais de mener des actions douces sans cibler directement ces personnes-là, mais en les intégrant dans des actions qui sont menées, donc une volonté politique de les prendre en compte dans les actions menées sur ces dernières années. Pardon Karine, avant le deuxième tour de questions, je me permets d'interrompre pour rappeler aux panélistes de vraiment modérer leur débit. On a besoin de ménager notre interprète de langue des signes. Merci beaucoup par avance et je profite de l'interruption pour rappeler aux personnes qui nous suivent qu'elles peuvent poser des questions sur la plateforme Égide qui seront relayées en fin de discussion. Merci beaucoup. Pardon pour l'interruption Karine. Donc un premier tour qui permet de montrer les contextes très très diversifiés de mise en place d'actions, de programmes, de politiques de la part des municipalités en soutien, en faveur des personnes, des communautés issues des minorités sexuelles et de genre. On voit bien aussi comment ça se joue par rapport à dresser un portrait, dresser un tableau à partir d'une étude préalable, d'un rapport, comment on joue une volonté politique évidemment, puis un objectif de préserver les personnes vulnérables, un objectif de mise en œuvre, de vivre ensemble. Alors, par rapport à ces différents contextes, l'idée de cette table ronde, c'était effectivement de pouvoir montrer, par rapport à des contextes très très différents les uns les autres, comment vont se mettre en place des actions qui elles aussi vont être assez diversifiées, avec l'idée principale de pouvoir illustrer différents types d'actions. Et aussi, ce qui me semble essentiel, c'est d'illustrer le comment en train de se faire, c'est-à-dire pas juste le produit tout fini, mais comment ça se met en place. Ceci aussi pour pouvoir inspirer dans cette idée de par où est-ce qu'on va commencer, avec des éléments de contexte, comment ça se met en place et à quoi est-ce qu'on va aboutir. Donc je vous propose qu'on refasse un tour, et que je vous donne la parole à nouveau à tour de rôle pour présenter notamment cette mise en place de l'action ou du programme dont vous allez nous parler plus en détail aujourd'hui, pour qu'on comprenne sur quoi ça aboutit, mais effectivement d'où est-ce qu'on part, comment ça s'est mis en place, les différentes étapes. Alors peut-être Hélène Dureux à Paris sur ces groupes de travail participatifs, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus sur ces différentes étapes de mise en place ? Oui, alors ces groupes de travail ont émergé suite à une réunion de l'Observatoire LGBTQI+, qui se réunit régulièrement et qui s'est réuni donc en septembre 2020 avec un nouvel élu qui présidait cette réunion, donc Jean-Luc Romero-Michel, qui lui-même est une personne tout à fait identifiée dans le milieu LGBT, qui est très investie et qui également a pu être investie de façon dans le milieu associatif.
et qui connaît donc l'importance aussi de ce milieu associatif. Donc lors de cet observatoire, les associations peuvent faire remonter un petit peu aussi l'actualité. Donc voilà, c'était suite à une première étape de la crise Covid, donc c'était assez intéressant et précis, et remonter un certain nombre de sujets. Et à l'issue de cette réunion, donc l'élu a proposé la création de groupes de travail. Alors ça paraît très simple, mais ça n'est pas très fréquent. Voilà, il s'agit d'une forme de courage, parce que ces groupes de travail, c'est donc associer des associations de terrain et des services de la ville. Donc, la ville de Paris, qui est une ville importante, hein, je vous dis une vingtaine de directions. Donc ça n'est pas une forme de travail habituelle. Et puis c'est vrai que c'est s'appuyer sur l'expertise des associations, mais ça veut dire au risque aussi de pouvoir être un petit peu bousculé finalement dans ces positions. L'administration n'est pas forcément toujours habituée à cela. Donc on avait une posture de départ qui nécessitait un certain courage politique. Voilà. Ensuite, il s'est agi pour moi, en tant que chargée de projet LGBTQI+, de mettre en place ces groupes de travail. Alors 7 thématiques ont été retenues suite à ce groupe de travail, et 4, alors c'est un peu ambitieux de mettre en place tout de suite 7 groupes de travail, donc 4 premiers groupes de travail ont été ciblés, et là les choix ont été faits plutôt avec notre éclairage, nous techniques, et surtout les choix politiques. Donc il s'est agi de la visibilité lesbienne, de l'accueil des personnes trans, et je crois que Arnaud Alessandrin le rappelait encore ce matin, de cette nécessité de travailler sur le sujet dans les services publics. Le troisième groupe donc aborde la santé des LGBTQI+, et enfin le quatrième traite de l'homoparentalité, qui est ouvert à la transparentalité. Donc avec des thématiques qui peuvent paraître parfois, être parfois surcoupées, mais ça n'est pas gênant. En tout cas, ces groupes de travail ont un certain succès, puisque 28 associations y ont participé. C'est toujours en cours, hein. Là, on a eu au moins une réunion. L'idée, c'est d'avoir 3 réunions par thématique. Il y a eu entre 1 et 2 réunions par thématique actuellement. Et 10 directions sur les 20 ont participé, en sachant qu'il y a beaucoup de directions plus techniques qui n'ont pas participé. Et 6 directions ont été, 6 services de directions différentes ont été en co-animation avec moi. Et effectivement, peut-être juste dire dans la façon de faire, c'est vrai qu'on s'est orienté au début sur désigner par direction via une note administrative des référents. Et en fait, au fil du temps, ça s'est plutôt joué sur des réseaux, des connaissances et des relais plus facilement identifiables, pour ensuite entraîner les services, les administrations qui seraient un petit peu moins sensibilisés au sujet, et c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Je ne vais peut-être pas en dire plus pour le moment. Alors moi, je serais peut-être curieuse de savoir, merci pour ces éléments, est-ce qu'on peut prendre un groupe de travail par exemple, et puis vous nous en disiez plus dessus? Tout à fait. Alors, je vais peut-être en prendre 2 si vous me permettez, parce que c'est vrai que d'un groupe de travail en fonction des thématiques, des sujets, c'est complètement différent. Par exemple, sur la visibilité lesbienne, qui avait une place pas très importante encore dans le plan des 32 mesures que je citais tout à l'heure, il y a eu un moment de proposition. On a été sur quelque chose d'extrêmement constructif tout de suite, de proposition. Sur le groupe de travail sur lequel je vous propose d'appuyer plus, c'est sur l'accueil des personnes trans. Donc ça, les personnes transgenres ont un chapitre entier, sur 7 chapitres dans le plan actuel des 32 mesures. Et pour autant, effectivement, ça a été un groupe de travail beaucoup plus revendicatif, avec des cultures différentes, vraiment une culture associative plus militante, une culture administrative plus dans le consensus. Donc finalement, une façon de travailler assez différente, qui a bousculé pour le coup, alors dans la forme et dans le fond, qui continue à bousculer, mais qui fait bouger les lignes et qui nous permet d'avancer. C'est-à-dire qu'entre chaque groupe de travail, il y a beaucoup de petites réunions internes, d'échanges, et ça contribue vraiment à faire avancer les choses, alors par des étapes des fois qui ne sont pas toujours d'ailleurs très agréables, très honnêtement sur la forme, mais en tout cas qui réinterrogent. Donc je trouve cela intéressant. C'est pas là où il y a eu le plus
de proposition de nouvelles actions, puisque l'objectif de ces groupes de travail, c'est de proposer des nouvelles actions à verser pour faire évoluer le plan de lutte contre les LGBTQI-phobies. Là, on est plutôt sur des actions qui sont inscrites, que nous approfondissons et que nous mettons de façon le plus précise et que nous vraiment mettons en œuvre avec voilà, une demande des associations, une demande de retour, une forme d'exigence à laquelle voilà, nous avons aussi la possibilité de répondre. Merci beaucoup. Peut-être une dernière petite question, très très brièvement. Vous parlez donc d'actions qui sont déjà inscrites à approfondir. Pour illustrer le propos, vous pourriez peut-être nous en citer une ou deux très très brièvement pour laisser de la place également aux autres programmes. Oui, bien entendu. C'est vrai que je n'ai pas été précise forcément là-dessus. C'est vrai que sur la question de la sensibilisation, formation, c'est très important. En France, le changement de prénom à l'État est fait actuellement par l'État civil des municipalités depuis 2017, donc c'est assez récent. Donc ça s'accompagne. Là, donc on est en train de créer des outils, mais ça met un petit peu de temps, c'est pas immédiat, hein, le temps administratif. Voilà, donc la sensibilisation, formation, la question des formulaires qui revient et qui fait pas consensus. Certains veulent pouvoir choisir effectivement une civilité et puis d'autres ne veulent pas du tout de civilité. Donc voilà quelques exemples, les formulaires, la sensibilisation et puis aussi le travail avec les jeunes et l'éducation nationale. Donc là, on est en train d'entraîner l'éducation nationale à Paris. Le rectorat de Paris bénéficie d'un observatoire LGBTQI+, et nous travaillons en ce moment pour faire émerger des exemples positifs pour donner envie de continuer. Merci beaucoup Hélène Dureux. Toujours dans ces démarches participatives, mais avec une façon très différente, je pense, ou en tout cas relativement différente de procéder. Yolande Gerber, est-ce que vous voulez nous parler de comment s'est mis en place ces processus consultatifs à la ville de Lausanne? Oui, volontiers. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la municipalité, elle s'est engagée à mener une démarche participative, concertée pour construire sa politique municipale LGBTIQ+, en voyant qu'il y avait énormément à faire, qu'elle avait un rôle important à jouer en tant qu'employeuse, fournisseuse de prestations, bailleuse de fonds. Et puis qu'il y avait beaucoup de domaines qui étaient touchés. Il y a la petite enfance, il y a le sport, la culture, la sécurité publique. Donc beaucoup de choses à faire, si possible. Et puis aussi de constater qu'il fallait s'appuyer sur l'expertise des associations et organisations LGBTIQ+, qui jusqu'à présent prennent beaucoup en charge par rapport aux discriminations dont sont victimes les personnes LGBTIQ+ et leurs proches. Donc voilà, c'était donc lancer cette démarche, annoncer une large consultation en impliquant toutes les parties prenantes. Donc en premier lieu, je l'ai dit, les organisations LGBTIQ+, qui sont actives à Lausanne. Aussi à l'interne, les services communaux, et le personnel communal. À l'externe aussi, impliquer les partenaires institutionnels de la ville et aussi les groupes politiques qui sont représentés au conseil communal. Donc voilà, c'était l'idée. Donc ça a été annoncé dans ce rapport que j'ai mentionné, qui a été publié le 17 mai 2019. Et suite à ça, il y a eu ce processus de consultation, il s'est déroulé en 2 temps. Il y a eu un événement public qui a été organisé le 12 février 2020 pour lancer symboliquement la démarche. Et puis, dans le cadre de cet événement, on a voulu donner la parole aux associations, aussi au public. Et puis, à cette occasion, la municipalité, elle a annoncé 3 engagements forts pour guider sa démarche, que je vais vous lire. Donc le premier, c'est que la ville s'engage pour que chacune puisse vivre et affirmer son identité, expression de genre, son orientation sexuelle en toute liberté et en toute sécurité à Lausanne. Elle s'engage aussi à délivrer des prestations inclusives et non discriminantes à l'égard des personnes LGBTIQ+, au travers de l'administration communale.
Et enfin, la ville s'engage à mener une politique du personnel inclusive et non discriminante pour les personnes LGBTIQ+. Donc ça, voilà, c'était l'occasion pour la municipalité de publiquement annoncer ses engagements, d'expliquer le processus de cette consultation, et puis aussi, comme je l'ai dit, de donner la parole aux associations. On a collaboré avec les associations en amont pour préparer cette soirée publique, pour déterminer les thèmes de discussion. On a aussi invité donc Guillaume Mandicourt pour présenter un exemple de politique publique donc de la ville de Genève pour voir ce qui était possible de faire. On avait aussi invité une experte sur les discriminations, Caroline Dayer. Donc c'était aussi l'idée d'expliquer, comme ça a été dit auparavant par Karine Landolt, aux personnes qui étaient présentes, que ce soit de l'administration, du public, qui étaient pas encore familiarisés avec les enjeux, d'avoir une introduction aux discriminations LGBTIQ+, et au rôle qu'elles pouvaient jouer. Donc voilà, ça c'était pour lancer symboliquement la démarche. Et puis dans un deuxième temps, il y a eu l'envoi de questionnaires. Donc on a adapté les questionnaires, là aussi, on a collaboré avec les représentants et représentantes de l'interassociation vaudoise LGBTIQ et pour les consulter sur les questionnaires. Et puis on a mis à disposition du personnel de l'administration communale lausannoise un sondage en ligne anonyme pour permettre à toute personne de participer. On a aussi, il y avait la possibilité pour les personnes, le personnel qui n'a pas accès à un ordinateur dans le cadre de son activité professionnelle, de pouvoir répondre à un questionnaire papier. Donc voilà, l'envoi des questionnaires, il a été un peu différé à cause du confinement qu'on a eu en Suisse à partir de la mi-mars. Du coup, on a pu envoyer les questionnaires à la fin du mois de juin 2020 et on a donné tout l'été, en fait, jusqu'à la fin du mois d'août, à toutes les parties prenantes pour répondre et contribuer à notre politique municipale LGBTIQ+. Donc ça couvrait différents aspects, mais l'idée générale, les objectifs généraux, c'était de voir quels étaient les besoins, quelles étaient les mesures aussi déjà existantes, les points d'amélioration, les constats par rapport à la situation à Lausanne, plus particulièrement aussi les atouts, les faiblesses de l'administration communale. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous ai parlé des parties prenantes. Et puis, on a publié les résultats de cette consultation, donc une synthèse, à la fin du mois de février, et tous les résultats sont disponibles sur notre page internet lausanne.ch/LGBTIQ. Donc je pense que je parlerai ensuite des résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc effectivement des actions symboliques mais néanmoins importantes, et puis un espèce de recensement des besoins avec plusieurs modalités d'action. Peut-être très brièvement, vous parlez de cette synthèse de la consultation, quelques éléments qui vous apparaissent alors saillants, je ne vais pas dire que les autres ne le seraient pas, mais pareil, peut-être pour illustrer qu'est-ce qu'on trouve dans cette synthèse de consultation sur le recensement des besoins. Oui, alors, je suis désolée, il y a de la musique en bruit de fond, il y a un atelier à côté. Donc, de manière générale, déjà, il y a eu un foisonnement parce qu'on a eu plus de 900 contributions, donc une centaine d'organisations qui ont répondu à notre consultation, et puis plus de 800 personnes travaillant au sein de l'administration communale qui ont répondu au sondage. Donc, il y a une richesse, un foisonnement de propositions concrètes. On a aussi, ça a permis de confirmer le fait qu'il y avait un besoin de mieux prendre en compte la diversité des genres, expressions de genre et orientations sexuelles et affectives dans les prestations de l'administration communale. On a vu qu'il y avait aussi de fortes attentes de part et d'autre, que ce soit des associations, mais aussi au sein du personnel, des services. Et puis les retours, ils valorisaient aussi toute l'action associative qui est déjà menée à Lausanne. Et puis, ça montrait aussi le besoin d'action coordonnée. Merci. Maintenant, par rapport
Au résultat, alors c'est vrai que j'ai dû un peu sélectionner parce qu'il y a énormément de choses qui sont ressorties. D'une manière générale, c'est que pour les personnes LGBTIQ+, à Lausanne comme ailleurs, il y a encore un manque d'inclusion et puis de nombreuses discriminations qui se posent au quotidien. Alors on l'a dit précédemment dans la conférence, mais que les grandes villes, elles sont généralement perçues comme plus accueillantes pour les personnes LGBTIQ+. Elles offrent notamment des ressources communautaires. Mais on voit que à Lausanne aussi, comme dans d'autres villes, en fait, il y a très peu de lieux ou de domaines dans lesquels les personnes LGBTIQ+ peuvent être elles-mêmes sans s'exposer à des discriminations potentielles. Du coup, il y a cette invisibilisation et puis le fait que les personnes LGBTIQ+ vont essayer d'être discrètes. Par exemple, en s'abstenant pour un couple de se tenir la main dans la rue. C'est un acte complètement anodin pour des personnes cisgenres hétérosexuelles, mais qui peut exposer les personnes LGBTIQ+ à de la réprobation, des regards hostiles, voire plus des agressions. Et puis dans ce contexte-là, que les associations LGBTIQ+, ou les lieux qui s'affichent ouverts aux personnes LGBTIQ+, qui organisent des événements, constituent des lieux sûrs, des refuges, où là les personnes elles peuvent être elles-mêmes. Ça constitue aussi des lieux pour socialiser, rompre l'isolement. Donc ces associations, ces lieux jouent un rôle extrêmement important. Sinon, par rapport à un autre constat, si j'ai encore un petit peu de temps, les retours des organisations LGBTIQ+, qui est aussi de personnes de la population, on avait aussi donné la possibilité aux personnes qui le souhaitaient de nous faire part de leur retour, c'était qu'il y avait aussi des enjeux spécifiques par rapport à l'ensemble des personnes LGBTIQ+. Donc, j'ai relevé ici les personnes trans qui subissent encore de nombreuses discriminations et dont l'insertion sociale est vraiment difficile. Les femmes lesbiennes qui sont invisibles, même dans la communauté LGBTIQ+. Les familles arc-en-ciel et les personnes migrantes. Par rapport aux familles arc-en-ciel, c'est vrai qu'elles aspirent à être reconnues socialement, à être considérées comme des familles comme les autres. Et pour le moment, on voit qu'à chaque étape de la vie de leur enfant, elles doivent toujours s'expliquer auprès des professionnels, elles craignent se dévoiler, les formulaires ne sont souvent pas inclusifs, elles ne savent pas comment leur enfant va être reçu, par exemple dans le cadre d'activités extrascolaires. Donc c'est tout un stress, souvent aussi une charge d'information parce qu'elles doivent expliquer au niveau administratif leur situation. Donc voilà, c'est quelque chose qui est lourd, une charge mentale et puis aussi beaucoup de stress pour ces familles. Et puis encore peut-être quelques constats sur le plan interne de l'administration communale lausannoise, c'est que, on l'a dit avant, mais le manque d'inclusivité des formulaires administratifs et de la communication de la ville, donc des choses qui se font mais qui ne sont pas systématiques. Et puis on voit que ce sont plutôt les services qui sont en contact direct avec le public et le personnel en contact direct avec le public qui sont les plus sensibilisés. Par exemple, aux enjeux qui concernent les familles arc-en-ciel, et aussi notamment dans le service social par rapport à la prise en charge de bénéficiaires trans, des difficultés auxquelles se heurtent les personnes dans leur insertion professionnelle. Et puis on a vu aussi que malheureusement, au sein de l'administration communale, les blagues, entre guillemets, propos homophobes ne sont pas rares. Donc, ce qui induit un climat professionnel non approprié et puis on comprend peut encore plus dissuader certaines personnes d'être elles-mêmes au travail. Merci beaucoup, voilà, Yolande Gerber. Vous donnez plusieurs prises pour pouvoir faire des enchaînements avec les interventions
des autres personnes présentes. Dans les deux interventions là, de vous-même, Yolande Gerber, et puis précédemment Hélène Dureux, on voit le rôle, évidemment, l'importance de s'appuyer sur les expertises communautaires, de travailler avec les associations. Je crois que c'est le cas également pour vous, à l'Indistex, dans la mise en place de cet outil, cette fiche de signalement. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Tout à fait. Donc effectivement, notre projet part du constat qu'il existe des situations problématiques pour les personnes LGBTQI+, et qu'elles sont, elles sont là, elles circulent de manière informelle, mais elles ne sont pas quantifiables et pas exploitables. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a créé un projet avec 2 objectifs. Donc le premier objectif, j'en ai déjà touché un mot, c'est améliorer notre connaissance de la problématique, puisque la connaissance est la base de la politique. Et donc des connaissances à la fois quantitatives, le nombre de faits, mais au-delà de ça aussi des connaissances qualitatives. Qu'est-ce qui s'est passé, où, quand, comment, vraiment entendre le vécu de la personne. Et donc pour ce faire, effectivement, le choix qu'on a fait, c'est de travailler avec les associations qui sont proches du public cible et qui bénéficient de la confiance de ce public, alors qu'à contrario, il est bien connu que des services comme les services de police suscitent bien souvent une certaine méfiance dans ces publics-là. Et donc on a voulu travailler avec une association pour collecter de l'information. Important aussi, c'est un projet qui récolte des informations de manière anonyme, puisque l'objectif était vraiment d'abaisser au maximum le seuil d'accès à ce projet. Et donc, la récolte d'informations se fait par une association, dans le local de l'association qui est connu et fréquenté par le public, et c'est de l'information anonyme. Donc, premier objectif. Et on a à côté de ça un deuxième objectif qui est de sensibiliser les personnes qui témoignent à l'importance de quand même déposer une plainte et de quand même faire des démarches officielles auprès des organismes qui ont ces compétences en Belgique pour le traitement des signalements de discrimination. On ne veut évidemment pas que ce projet se substitue au fait de faire des démarches envers les instances officielles. Et donc, effectivement, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu une fiche de signalement. Donc, c'est un document qu'on a élaboré avec les associations. Ça a été dit aussi dans le premier panel. La manière dont on pose les questions aux personnes, simplement quelle est votre orientation sexuelle, quel est votre genre, ça c'est des choses qu'on a débattues longuement avec les acteurs de la communauté pour arriver à des formulations qui soient plus ou moins satisfaisantes, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de cocher une case pour certaines personnes, mais on en a quand même besoin pour pouvoir traiter ces données. Et donc vraiment l'inclusion des associations en amont pour élaborer les outils de travail de ce projet, mais aussi en aval, c'est un élément clé. Donc pour l'instant, on est en train d'analyser les premiers résultats de ce projet. Et là aussi, on consulte les associations pour étayer avec elles les constats qu'on peut tirer des informations récoltées ou pas, et pour nuancer tout cela. Donc vraiment, effectivement, en région bruxelloise, je pourrais aussi ajouter que pour tous les plans qui sont élaborés, les associations et les acteurs sont toujours consultés. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Et donc en particulier dans ce projet-ci où on s'appuie vraiment sur une association. À côté de cette fiche de signalement, on a aussi une fiche pratique qui est aussi importante puisqu'elle reprend les coordonnées des services de police, des services d'aide et des différents instituts compétents que les personnes peuvent contacter puisque, comme je l'ai dit, c'est aussi un objectif qu'on vise à travers ce projet. Donc de manière très pratique, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, il y a un numéro de téléphone et une adresse email qui est dédiée au projet. Les personnes peuvent prendre contact pour prendre un rendez-vous. Alors, idéalement, c'était un rendez-vous physique dans les locaux de l'association la Rainbow House avec laquelle on a commencé à travailler. On travaille sur ce projet depuis 2018, mais il a été lancé, la récolte de signalement a été lancée fin 2019. Et donc, très très vite, la crise sanitaire est arrivée, ce qui fait qu'on a dû réorganiser un petit peu tout ça, alors que ça venait à peine de démarrer, et plutôt fonctionner par téléphone. Mais pour rebondir aussi sur ce que j'ai entendu précédemment, on a eu de longues discussions, par exemple, sur les horaires des permanences, parce qu'il faut qu'à la fois ça corresponde aux horaires de travail des associations et que ça permette aux personnes qui travaillent peut-être en journée aussi de s'y rendre. Et donc, cette question est effectivement un aspect pratique important à étudier avant de lancer un projet de ce type. Donc pour nous, la récolte se fait en contact physique ou téléphonique, mais en contact humain entre l'association qui récolte l'information
et la personne qui témoigne. Donc on a au début du projet un petit peu étudié ce qui se faisait en termes d'application, de site web pour faire des signalements en ligne, et on a opté pour un contact humain pour plusieurs raisons. Mais j'ai dit qu'on voulait aussi récolter un récit, le vécu de la personne, le côté qualitatif, et faire ce récit peut parfois replonger la victime dans des souvenirs douloureux et nécessiter une oreille compatissante, un aspect humain essentiel dans cet échange sur ce vécu. Et par ailleurs, puisqu'on veut aussi sensibiliser les personnes à l'importance d'avoir recours aux canaux officiels de plainte et de signalement, une application en ligne ne permet pas de remplir cet objectif, alors qu'un échange construit avec un travailleur associatif qui est sensibilisé sur cette question-là, alors je ne dis pas que la personne va forcément aller à la police en sortant, mais on peut quand même travailler ces questions-là avec les personnes, avec ce type de projet. Donc je pourrais aussi vous parler un petit peu des résultats. Oui, merci. Là, ce que je note, c'est que surtout, c'est vraiment ce travail main dans la main que vous mettez en avant, et puis l'accompagnement humain via les associations, avec tout ce travail également donc de sensibilisation. Et donc oui, volontiers, alors peut-être de façon succincte, parce que je crois qu'on est en train de parler beaucoup, pas vous en particulier, mais tout le monde, mais quelques résultats avec grand plaisir. Oui, et donc comme je l'ai dit, on a démarré juste avant la crise sanitaire. Il y a eu la crise sanitaire. Pendant cette période, il y a aussi eu plusieurs changements d'équipe au sein de l'association avec laquelle on a lancé le projet. Donc pas mal d'obstacles sur le lancement du projet, mais malgré tout, un premier bilan très positif qu'on tire. On a récolté sur une grosse année, donc en gros sur l'année 2020, malgré ce contexte difficile, on a récolté 42 signalements, à savoir que pendant une année, la police enregistre une petite quarantaine de PV chaque année depuis 2015 dans notre région. Donc on a déjà un ordre de grandeur qui est équivalent à tous les faits rapportés à la police, malgré le fait que c'est nouveau et qu'il y a eu plusieurs difficultés. Et aussi, on n'a pas travaillé sur ce projet pendant une année complète. Donc l'association a concentré son travail pendant quelques périodes, et puis le changement d'équipe, et puis donc voilà, un contexte compliqué, mais 42 signalements qui nous donnent beaucoup d'informations intéressantes. Et voilà, pour condenser, l'information peut-être la plus importante, c'est que sur ces 42 signalements, il n'y a que 4 faits qui avaient été rapportés à la police. Et donc, on voit qu'on atteint en fait l'objectif, puisque ces signalements nous apportent des informations qui sont véritablement inédites et qui n'étaient pas connues par ailleurs. Donc, seulement 4 sur 42 s'étaient rendus à la police. Au niveau des faits, on est en train de faire une analyse qui sera publiée prochainement et disponible sur notre site web, mais donc juste quelques informations dans les grandes lignes. Surtout des violences verbales, mais dans un tiers des cas, des violences physiques qui vont des bousculades jusqu'à un coup de poignard. Donc un coup de poignard qui n'a pas fait l'objet d'une plainte à la police, donc quand même à noter. Du racket d'un étudiant dans une école, beaucoup de harcèlement au travail, discrimination au logement, vol d'ordinateur, pas non plus rapporté à la police. Beaucoup de situations où on est dans un harcèlement qui dure au travail, à l'école, des situations qui concernent l'espace public, mais aussi le domicile familial. Avec la crise sanitaire, la pression intrafamiliale qui a fortement augmenté, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit dans ces informations-là. Et pour le reste, je pense que je vous renverrai à l'analyse détaillée qu'on publiera là-dessus, où on compare un petit peu les faits qui font l'objet d'une plainte, les statistiques policières, et ce que nous on a pu récolter. Et donc, en termes, je ne sais pas si je touche un mot ici de la poursuite du travail ou bien... Peut-être qu'on garde ça pour le prochain tour de table. Est-ce que ça vous irait ? De voir Oui, comment les perspectives, effectivement, peut-être là, voir effectivement la qualité, la richesse du matériau que vous avez recueilli, ce qui est précieux et ce qui se fait du coup au travers de ce travail avec les associations en particulier et qui va permettre de dresser un portrait à la fois quantitatif et qualitatif de ces actes d'agression à l'encontre de personnes issues des minorités sexuelles et de genre. Alors, ce travail avec les associations, Adama Zerbo, est-ce que vous voudriez nous dire comment ça se joue chez vous à Ouagadougou ? Comment la ville travaille avec les associations dans ce contexte un petit peu différent que vous nous avez présenté ? Oui, merci. Au niveau de la ville de Ouagadougou, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Oui.
Je disais qu'au niveau de la ville de Ouagadougou, il y a des actions discrètes, il y a des actions douces qui sont faites que je situerais à un double niveau. Il y a d'abord le travail que la municipalité elle-même fait en direct, par elle-même. Nous avons au sein de la police municipale ce qu'on appelle l'observatoire de la ville. C'est une structure qui avait à ses débuts 2010, qui avait pour vocation de documenter sur les situations difficiles que l'on pouvait trouver dans la ville de Ouagadougou, notamment la délinquance et la criminalité, la violence basée sur le genre, les zones accidentogènes, documenter, analyser et proposer des solutions à l'autorité municipale pour action. Progressivement, cet observatoire de la ville a reçu pour attribution de recueillir aussi les cas de violence ou d'incivilité dont peuvent être victimes ces personnes LGBTI+. Là. Voilà. Donc, depuis peu, l'observatoire de la ville à la police municipale de Ouagadougou a ces attributions-là et documente ces cas-ci que nous discutons avec les associations. C'est le deuxième volet de l'action de la ville parce qu'on est parti du fait que la ville ne sait pas faire. Je vous parlais tantôt du fait que le sujet est nouveau, alors qu'il y a des associations qui sont illustrées dans la ville sur des actions d'accompagnement auprès de ces personnes-là. Donc, nous accompagnons nous aussi au niveau de la ville ces associations-là, soit par des facilités administratives quand elles organisent des activités, mais aussi par un dialogue permanent, une concertation permanente que nous avons avec elles, qui nous permet de les appuyer financièrement pour la mise en place d'actions en direction des personnes LGBTI+. Donc, l'un dans l'autre, que ce soit du côté de la ville ou du travail avec les associations, nous arrivons à mettre en place un faisceau d'action qui permet la vie inclusive des personnes LGBTI+. Là. Nous avons aussi au sein de notre administration municipale des personnes dédiées. Spécifiquement le personnel de santé, le personnel social. Ces personnels-là ont reçu une formation spécifique pour la prise en charge des problématiques qui peuvent être liées aux personnes LGBTI+. Moi, je dirais qu'en les côtoyant, en discutant avec eux, je suis relativement satisfait du travail qui est fait, étant donné que même en concertation avec la police à grande échelle, nous ne voyons pas de cas d'incivilité ou de violence assez ouverte sur ces personnes LGBTI+. Là. Bien sûr, dans mon introduction, je parlais tantôt du fait qu'il ne s'agit pas de faire du militantisme et les personnes LGBTI aussi l'ont compris en ne s'exposant pas publiquement dans certains milieux. Donc, ce qui pourrait expliquer que nous n'ayons pas de cas de dénonciation d'actions violentes assez emblématiques. Mais toujours est-il que ces personnes-là, elles ont des manifestations récréatives, elles organisent des regroupements, des festivités entre elles, et c'est la police, quand elle est informée, la police municipale de Ouagadougou, qui assure la sécurité pour une bonne manifestation de ces activités-là. Sinon, le travail avec les associations que fait la municipalité est très forte, elle est permanente. Ça va des soutiens financiers, des cadres de dialogue et de concertation que nous avons mis en place, et ce qui fait qu'on se parle beaucoup et on les accompagne dans leur action quotidienne.
Merci beaucoup Adama Zerbo. Donc effectivement, le travail avec les associations, le travail de soutien envers les associations, et puis vous me donnez une prise également pour faire transition avec ce dernier tour de table, c'est la dernière prise de parole pour ce deuxième tour de table, sur la question donc de personnes dédiées au sein de la municipalité, et donc la question de la formation également du personnel au sein des municipalités. Alain Lavoie, vous nous avez parlé donc du processus de consultation qui a été mis en place. Est-ce que vous voulez nous en dire plus à présent, peut-être directement sur quoi ça a abouti? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour former donc, le personnel au sein de la municipalité de Montréal? D'accord, oui, peut-être faire un petit retour sur cette consultation. Donc, juste rappeler que c'était, donc la consultation abordait les sujets suivants: accès aux services de la ville, milieu et qualité de vie, comment on est à l'aise soi-même dans son quartier, dans ses activités quotidiennes, sécurité dans l'espace public, participation citoyenne. Et au final, on demandait aux participants, s'ils étaient intéressés, à participer au groupe de discussion en fournissant leur adresse courriel, et ensuite on allait un peu plus loin dans ces groupes de discussion-là sur les différents enjeux qui ressortaient des consultations. Certains enjeux, quelques enjeux ont fait reconnaissance de la diversité des besoins au sein des communautés, on s'en doutait bien, mais ça a vraiment été confirmé, que ce soit les spécificités vécues par les jeunes dans la rue, les jeunes trans, par les immigrants et réfugiés LGBTQ, et évidemment par les femmes qui souffrent de double discrimination en étant et lesbiennes et femmes, et aussi, entre autres, pour les enjeux aînés, donc les communautés LGBTQ aînées. Donc, c'est ça. Alors, de ces enjeux, quelques orientations, comme vous le mentionnez, comme vous faisiez le lien, Karine, entre autres, sensibiliser le personnel municipal aux enjeux LGBTQ de plus. Donc, on vient justement, comme je le mentionnais un peu plus tôt, on vient de lancer le 17 mai dernier une boîte à outils LGBTQ. Cette boîte à outils, qu'on appelle pour une ville diversifiée et inclusive, s'adresse à l'ensemble du personnel, qu'on soit col bleu, col blanc, professionnel, cadre ou gestionnaire, élus. Comme certains l'avaient mentionné, l'expertise l'expertise des associations, on a cette formation, on l'a montée avec nos collègues des ressources humaines, mais surtout avec le soutien d'un partenaire, d'une association que plusieurs d'entre vous connaissez sans doute, la Fondation Émergence. On a la chance d'avoir, ils ont leur pied à terre chez nous à Montréal, ils sont derrière la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, on a eu un partenariat avec eux pour mettre en place cette formation. Et la formation et la boîte à outils. La boîte à outils, en fait, on prend 3 courtes vidéos d'environ de 3 à 5 minutes, qui sont un peu excusez-moi l'expression anglaise, un teaser, là, un peu pour les amener les employés à aller vers nos fiches pratico-pratiques. On a 6 fiches qui accompagnent les courtes vidéos. La première vidéo s'appelle « Une ville inclusive et diversifiée ». En fait, on rappelle d'entrée de jeu, et c'est une des surprises des résultats du sondage, c'est qu'un quart des répondants ne se sentent pas à l'aise d'avoir recours aux services municipaux. Alors, que ce soit une impression ou d'avoir été mal servi dans le cadre d'une demande de service auprès de notre administration. Donc, on rappelle certaines pistes. Évidemment, vous êtes plusieurs à l'avoir nommé. Les enjeux autour des formulaires, les espaces genrés comme les toilettes et les vestiaires qui ne sont pas nécessairement universels dans nos installations sportives et de loisirs. Prendre conscience de ses propres préjugés, invitation à aller voir aussi, à chaque vidéo, on les invite à aller voir la boîte à outils. Une autre des vidéos s'intitule « Être une personne alliée ». Donc, comment devenir un allié de nos collègues LGBTQ2+. Donc, des exemples, on peut offrir un soutien, être à l'écoute, respecter les pronoms des personnes, intervenir lors des situations discriminatoires. Ah oui, je viens de me rappeler la traduction, je vais parler un petit peu plus lentement pour lui donner une chance. Donc, c'est ça. Alors, intervenir lors des situations discriminatoires. En fait, si je peux me permettre personnellement, cet ajout autour de comment devenir un allié, si je peux me permettre personnellement, comme homme gay, à différents moments de ma vie, j'aurais bien aimé avoir un allié autour de moi face à différents enjeux que j'ai rencontrés.
Donc je trouve que c'est vraiment une initiative qui est touchante et je pense que ça a déjà soulevé plusieurs commentaires positifs au sein de notre administration. Et une troisième vidéo, c'est Être trans. Donc c'est le point de vue d'un employé qui a fait une transition de genre et qui facilite son soutien de la part des collègues et des gestionnaires, respect des pronoms, se renseigner sur leur réalité. Et finalement, les 6 fiches pratico-pratiques, il y en a une, c'est sur l'abécédaire du vocabulaire LGBTQ, explorer la non-binarité, créer un formulaire inclusif, rendre des services municipaux inclusifs, s'allier aux communautés LGBTQ et finalement, une dernière qui est différentes ressources sur le territoire montréalais, au sein de la ville, auprès des syndicats, de l'association des cadres ou des services des ressources humaines si un employé est victime de discrimination. Jusqu'à maintenant, donc ça a été lancé le 17 mai, notre formation qui est aussi une formation qui est faite, qui est offerte avec notre partenaire qui est la Fondation Émergence. Donc, il y a déjà une demande. On vise, nous, entre autres, pas seulement, mais entre autres nos collègues de la police. Et déjà, on a eu des demandes importantes du service de la police de Montréal pour des groupes de formation pour le personnel. On a aussi, donc, on a des demandes vraiment diversifiées, ce qui est vraiment intéressant. On a une du service qui s'appelle le service Espace pour la vie, qui comprend le biodôme, l'insectarium et enfin bref, donc le personnel qui sont de première ligne de service aux citoyens qui viennent. Aussi le musée. La Ville de Montréal a quelques musées municipaux, dont un qui s'appelle le Musée de la mémoire des Montréalais, et le personnel sera aussi formé. Donc c'est ça. Alors il y a vraiment une demande, on est content. Évidemment, là j'ai peu de temps pour vous parler de l'ensemble de ce que je voudrais vous parler et partager avec vous. Donc je fais un choix. Alors là, le premier choix, c'était la boîte à outils. Le deuxième, justement, je vous parlais du Musée de mémoire des Montréalais. Une des actions qui était demandée, c'était auprès des participants, c'était de mettre en valeur la mémoire, l'histoire et la contribution des communautés LGBTQ2+, à la Ville de Montréal. Donc, du coup, on a profité pour un déménagement et une réorganisation du Musée de l'histoire de Montréalais pour, dans l'exposition permanente, qu'il y ait un volet sur l'histoire des luttes des communautés LGBTQ qui fasse partie de la collection de l'exposition permanente du Musée de mémoire des Montréalais. Donc, il y a ça qui a été fait aussi. Et c'est ça, là, je ne sais pas, au niveau du temps, vas-y, je vous laisse la parole, Karine. Merci beaucoup de prendre le temps de rentrer justement dans des actions concrètes et le détail des vidéos. Je pense que c'est très inspirant pour comprendre effectivement à quoi ça ressemble à la fin, qu'est-ce qu'on met en place. Et puis, vous avez également mentionné le fait que vous êtes sollicité justement par rapport à ces boîtes à outils et ces vidéos pour mettre en place des actions d'accompagnement auprès du personnel et puis donc d'autres actions dont vous avez parlé, qui jouent plus au niveau symbolique. On le voit dans vos différentes interventions, comment ça se met en place dans le temps long, la prise en compte des expertises communautaires, évidemment les enjeux autour d'une volonté politique, tous ces processus d'accompagnement qui se font, et puis comment on dresse des portraits, des panoramas, des constats à partir desquels on peut se permettre de mettre en place des actions et d'agir. On a largement dépassé le temps qui nous était alloué. Je pense que c'est important qu'on puisse garder du temps pour les questions de l'audience, et notamment sur ces questions de perspective, de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, des limites ou de pistes pour la suite. Peut-être qu'il y aura des questions de l'audience sur ces éléments-là. Je vous remercie en tout cas de vos présentations et d'avoir pris le temps de rentrer dans le détail des différents programmes que vous avez mis en place. Merci beaucoup Karine et merci aux panélistes. Je renvoie peut-être encore une fois vers la biographie de nos différents panélistes et différentes panélistes pour avoir les liens vers les différents projets qui ont été décrits aujourd'hui. J'enchaîne tout de suite avec les questions. J'ai une question qui est adressée à Aline et Hélène, mais peut-être d'autres personnes voudront répondre. Quelles sont les options liées à l'immigration des personnes LGBTIQ pour Bruxelles et Paris? Donc j'imagine la prise en charge des populations migrantes LGBTIQ+. Peut-être Aline? J'ai pas de réponse toute faite là-dessus comme ça. Maintenant, il faut savoir que le secteur associatif est extrêmement large et voilà, on l'a dit plus, c'est beaucoup de réalités et de choses différentes. La question de la migration est aussi une réalité à part entière. Et donc,
en réalité, ça me permet peut-être aussi de faire le lien avec nos perspectives qui sont justement d'élargir nos partenariats avec les associations pour pouvoir toucher certains publics particulièrement marginalisés avec lesquels on a plus de difficultés à entrer en contact et pour lesquels on a vraiment besoin d'avoir d'autres relais au niveau associatif que notre partenaire actuel, la Rainbow House, qui est une coupole, mais assez généraliste finalement dans le secteur LGBTQI+. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de travailler, mais effectivement, la question de la migration est une question importante. Après, aussi, au niveau de la Belgique, au niveau institutionnel, c'est une question qui ne ressort pas forcément de la compétence du niveau régional. Donc voilà, il y a une répartition des compétences entre l'État fédéral, les régions, les communautés au niveau de la Belgique. Et donc l'accueil des personnes migrantes n'est pas géré au niveau de la région en tant que tel, au niveau législatif. Hélène, pour compléter? Peut-être pour compléter, effectivement, alors de la même manière, on a un certain nombre d'associations, on a l'ARDIS qui est un petit peu tête de réseau. Il faut savoir qu'un des groupes de travail à venir, effectivement, travaillera sur ce sujet, que la question de l'hébergement, donc il y a des initiatives qui sont en cours et qui ont déjà été mises en œuvre à Paris pour permettre de proposer un hébergement et un accompagnement spécifique. Et puis, nous travaillons avec d'autres villes sur aussi une boîte à outils, justement, pour des lieux plus sûrs pour les migrants, migrantes LGBTQI+, avec le réseau Equal City. Donc, voilà, les pistes en tout cas. Merci. Est-ce que d'autres personnes du panel voudraient compléter? Les phénomènes migratoires, effectivement, concernent aussi les villes. Non, je ne vois pas de réaction. J'enchaîne peut-être sur la question suivante. C'est une question qui est adressée à Adama Zerbou. La ville de Ouagadougou pourrait-elle, avec cette ouverture, accueillir une activité pro-LGBTIQ francophone et collaborer dès à présent avec un groupe des Ougandais encore dans la clandestinité? Je ne sais pas si Adama a... Oui. Merci. Oui, je vous ai entendu, Guillaume. Sur cette question, je crois que nous n'en sommes pas encore arrivés là. Je vous parlais tantôt de ne pas faire du militantisme dans le bien, dans le souci de protéger davantage ces personnes LGBTI+. Là. Donc, accueillir une manifestation à grande échelle à l'étape actuelle de notre démarche, je crois que c'est prématuré. Ceci dit, il faut dire aussi que la pratique n'est pas pénalisée au Burkina Faso. C'est pour dire qu'il n'y a aucune loi de la République qui interdit la pratique LGBTI+. Voici ce que j'avais à répondre. Merci Adama. Peut-être j'enchaîne sur une autre question pour vous, qui est plus à laquelle vous allez pouvoir peut-être donner plutôt un commentaire. La question est de savoir, vous avez parlé du fait que l'homosexualité n'était pas pénalement condamnée au Burkina Faso. La question, c'est de savoir pourquoi le gouvernement burkinabé ne peut pas mettre la loi qui protège les personnes LGBTQ face aux personnes homophobes. Donc une loi de protection. Évidemment, vous n'êtes pas au niveau national, mais peut-être vous avez un commentaire là-dessus. Oui. C'est bon, vous m'entendez? Très bien, merci. Oui, il y a quelqu'un qui parlait tantôt de la répartition des compétences, qui n'est pas du ressort municipal quant à la législation. Mais moi, j'ai bon espoir que dans les discussions, dans le plaidoyer qui est fait, porté par les associations et la municipalité, en discussion avec le gouvernement central, moi j'ai bon espoir qu'on y arrive. Et c'est ça, je disais que c'est la démarche des petits pas pour nous. C'est la démarche des petits pas pour nous, en ce sens qu'avec l'évolution des idées dont je parlais tantôt, rien n'est exclu. Actuellement, la loi n'est pas, la discussion sur la loi, une loi éventuelle n'est pas à l'ordre du jour, mais moi j'ai bon espoir qu'on y arrive parce que de toute façon, il y a une évolution des idées
Et il y a une pression qui est là et on ne peut pas aller contre ce mouvement-là. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions sur le soutien aux associations. Je vais peut-être essayer de les regrouper en une. Comment soutenir les associations en veillant à ne pas favoriser certaines grosses structures associatives, mais aller chercher aussi peut-être des collectifs qui sont peut-être moins implantés. On a parlé des processus de consultation. Est-ce que dans ces processus, il y a ce soin d'aller vers des petites structures et de valoriser aussi et de soutenir des petits projets? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être Hélène, Alain? Oui, pour notre part, si je me permets, donc de Montréal, dans nos orientations, on a vraiment la volonté de soutenir de manière plus assidue et moins de manière ad hoc plusieurs associations. Évidemment, il y a des très grosses associations, comme par exemple on soutient les fêtes de Fierté Montréal, donc qui sont quand même une grosse fête, mais des petites associations avec des petites équipes. C'est ça. La consultation nous a permis de voir l'immensité des besoins, les besoins qui sont très éclatés aussi. Alors évidemment, on est allé rencontrer certaines associations beaucoup plus petites pour comprendre un peu mieux leurs enjeux, leurs missions et voir comment on pouvait les soutenir en les accompagnant. Une des missions de notre service, c'est aussi d'accompagner nos partenaires communautaires, nos associations. Donc, c'est ce qu'on fait, entre autres avec des petits groupes qui interviennent autour des immigrants et réfugiés, autour des groupes de soutien auprès de citoyens trans. Donc, financièrement, c'est ça. On a aussi développé une politique de reconnaissance des communautés, des organismes communautaires avec des enjeux comme lorsqu'on demande leur expertise, est-ce qu'on ne pourrait pas en contrepartie minimalement leur donner une compensation financière puisqu'on reconnaît qu'ils ont une expertise et qu'on les interpelle régulièrement. Donc ça fait partie des débats actuels chez nous. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'une veut compléter très rapidement? Oui, je vais essayer de faire rapidement parce que c'est vrai que la ville de Paris dispose de moyens qu'elle a augmentés au fil des années, donc ce qui a permis jusqu'à présent effectivement de financer de nouvelles associations chaque année. L'idée étant de laisser effectivement la possibilité à des associations de petite taille et puis des associations moins connues, mais les associations ne savent pas toujours et donc on va effectivement au-devant d'elles pour leur expliquer parfois comment introduire une demande de financement, ce qui n'est pas toujours leur choix non plus, puisque ce sont des associations tout à fait autonomes. Mais effectivement, notamment le mouvement queer, par exemple, et c'est un mouvement que nous commençons à soutenir parce que les associations, des associations de petite taille, commencent à nous solliciter. Donc voilà, c'est un mouvement aussi réciproque. En tout cas, il y a ce souhait de diversifier, de ne pas financer uniquement des structures les plus importantes. Yolande, peut-être pour compléter, je ne sais pas si vous vouliez... Non, c'est bon? Ok. Oui? Bon, voilà, pour le moment, c'est bon qu'il n'y a pas encore une politique qui est définie. Ça viendra avec le plan d'action. Ouais. Mais c'est vrai on a vu dans la consultation qu'il y avait des petites associations qui jouaient un rôle important. On a parlé des créneaux horaires, par exemple, pour la natation grâce à une association LGBTIQ+. Donc, il y aura ce souci-là et puis le souci de se coordonner pour la ville avec le canton, donc l'échelon régional en Suisse, qui subventionne certaines... la plupart des organisations sont bénévoles, mais il y en a quelques-unes qui sont en partie subventionnées par le canton. Donc là aussi, il faudra se coordonner par rapport au soutien aux associations, qui peut prendre différentes formes financières, mais ça peut être... La mise à disposition de locaux, d'infrastructures. Donc voilà, mais pour nous, c'est encore trop tôt. On doit avoir le plan d'action avant d'entrer concrètement dans les formes d'aide qu'on pourra apporter aux associations. Merci. Parfait, merci beaucoup. Je crois que Aline, vous vouliez nous quitter, c'est juste. Oui, je vais devoir vous quitter, mais justement, je voulais en profiter pour dire un dernier mot, parce qu'effectivement, ensuite, j'ai des impératifs familiaux, mais
Donc de notre côté, on est très conscient qu'effectivement, il faut élargir. Donc je l'ai dit, on a commencé à travailler avec une grosse coupole associative parce que c'est très compliqué quand on entre là-dedans. Il y a tellement d'acteurs qu'il fallait bien rentrer quelque part. Mais donc on est vraiment en train de discuter avec des associations qui touchent des publics très très spécifiques. Et donc ça, on est très conscient de ça et c'est vers ça qu'on va. Au niveau du soutien, on a des appels à projets qui émanent à la fois de Bruxelles Prévention et Sécurité et de l'administration de l'égalité des chances, Equal Brussels. Quelque chose qu'on a mis en place à Bruxelles Prévention et Sécurité, c'est des appels à projets pluriannuels. Parce qu'on sait que rentrer un projet, faire une demande de subside, c'est quelque chose de lourd pour des petites associations qui ont parfois peu de moyens humains et peu de connaissances administratives. Donc on a vraiment tenté d'avoir une espèce de simplification administrative et aussi leur offrir des perspectives, à savoir, je ne dois pas faire un dossier énorme, juste un an de financement et le temps que la décision soit prise, il ne me restera plus que quelques mois. Donc on essaye aussi de travailler là-dedans pour laisser un petit peu plus d'oxygène à ces acteurs pour mettre en place leur projet. Donc voilà, je vous remercie tous les participants pour ces échanges et malheureusement, je dois vous quitter ici, mais je suis disponible si quelqu'un souhaite poursuivre par la suite. Merci. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de toute façon de conclure. Il y avait encore une question sur comment les villes et les grandes villes peuvent soutenir notamment les mouvements LGBTIQ+ en Afrique. C'est un point qu'on va aborder dans le prochain panel. Et puis je renvoie aussi au programme de coopération. La plus grande part des grandes villes ont des programmes de coopération internationale. Donc je renvoie aussi à ces programmes-là. Je ne sais pas si Karine, vous aviez un mot pour conclure. Non, c'est bon. On est vraiment un petit peu hors du temps, donc je vais fermer ce panel-là en remerciant tous nos panélistes et vous, chère Karine, aussi pour l'animation. Un grand merci. On marque à nouveau une pause. Merci aussi, j'ai oublié, mais à notre interprète qui fait vraiment un travail très remarquable et très difficile dans ces conditions. Merci à elle. On marque une nouvelle pause avant de retrouver notre dernier panel de discussion. Pour le dernier panel, à 18h, heure de Genève, on va explorer ensemble l'intérêt pour les villes de fonctionner en réseau pour enrichir leurs pratiques, mais aussi participer aux dynamiques internationales. Donc je vous donne rendez-vous à 18h, heure de Genève, pour le prochain et dernier panel. Merci beaucoup.